Bien, mais je vous propose de démarrer puisque le temps nous est compté. Bonjour à toutes et à tous. Vous n'allez pas me dire que vous ne savez pas remplir des réserves quand même, non? Enfin, en tout cas, vos destinataires, peut-être un peu moins. C'est un classique du genre. Bienvenue à tous pour cet atelier juridico-pratique organisé dans le cadre de Top Transport. Pour ceux qui ne me connaissent pas, donc, je suis Monsieur Méroninck, Jean-Paul. Je suis donc... ça fait 30 ans que je suis dans le transport, une carrière de journaliste et dans les fédérations professionnelles. Donc je dirige un tout petit cabinet d'expertise sur le transport qui s'appelle Méron FCE et j'enseigne également aux universités de Paris 1 et de Dauphine. Comme il a été dit ce matin, donc c'est ma dernière année chez Top Transport, hein, pour ceux qui ont eu l'occasion de me côtoyer depuis de nombreuses années, donc le temps passe. Voilà. Je fais des confs ici depuis 98, donc il est temps de passer la main. Alors justement pour passer la main, voilà, parce que il faut toujours penser. Donc on va faire un binôme cette année, et donc je vais laisser Victoire se présenter, et si tout se passe bien, Victoire sera amenée à partir de l'année prochaine à relayer ce type de sujet. Votre présence nombreuse dans cette salle sur un sujet aussi pointu que les réserves montre que ça a un sens de continuer à travailler dans ce style-là. Victoire. Bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Victoire Revenat. C'est ma première édition, donc c'est une première pour moi. Je suis très heureuse et très honorée de la part de Jean-Paul d'être là et de toute l'organisation de Top Transport. Moi, je suis avocate depuis 2011, donc ça fait 13 ans maintenant, très spécialisée, voire uniquement spécialisée en droit des transports. Et nous avons un cabinet à Paris qui fait beaucoup de contentieux transport. On exerce aussi une activité de conseil en parallèle sur des sujets que vous rencontrez tous les jours dans vos activités, dont ce sujet des réserves en fait partie. Voilà. Merci Victoire. Donc on s'est rencontrés récemment et bon, c'est vrai que la démarche de Victoire me plaît bien parce que je vous laisse boucher les oreilles, quoi. C'est vrai que les avocats ont souvent tendance à faire des notes de conseil de 12 pages, on ne comprend rien du tout. Et surtout, à la fin, on n'a pas la réponse. Donc, voilà. Donc bon, j'ai vu en Victoire quelqu'un d'un peu plus pragmatique, très porté sur le côté opérationnel, proche du terrain. Donc, c'est une très bonne chose, quoi. Voilà, quoi. Donc, puis c'était l'idée de relayer dessus. Alors, fini les présentations, voilà, et les remerciements. Donc, on va... Alors, Victoire intervient. On a une autre conférence demain matin à, je sais pas, 11h30, je crois, 11h30, sur les conditions générales de vente des transporteurs. Alors, c'est un sujet qui a jamais été abordé, mais qui est un sujet important. Faites attention quand vous contractualisez avec un transporteur. Il y a un petit truc qui s'appelle les conditions générales de vente que peuvent vous opposer les transporteurs, qui sont parfois des pièges. Donc, on essaiera demain de vous expliquer effectivement quels sont un peu les pièges qu'on peut trouver dans ces conditions générales de vente et comment les contourner. Voilà, on va essayer de faire un binôme. Plutôt moi aujourd'hui, plutôt Victoire demain. On va se relayer là-dessus. Les réserves. Donc je rappelle. Donc alors on va parler du rôle juridique des réserves pour donner quand même plusieurs éléments qui sont importants. Alors les réserves, effectivement, c'est donc vous avez été victime votre destinataire estime avoir été victime d'un dommage et va donc, comme on dit dans le code du commerce, protester. Hein, c'est ça, il va protester. C'est le 133, 1, 3. 133, c'est ça. Merci. Vous m'envoyez, va donc protester. Voilà, donc effectivement, il est victime soit d'une perte. Donc effectivement, la quantité reçue ne correspond pas à celle annoncée. Soit j'ai une perte totale, parce que je n'ai rien reçu du tout. Soit la perte totale, c'est soit parce qu'il y a eu un accident avant, le camion s'est renversé, soit parce qu'il est complètement perdu, la marchandise a été volée. On est plutôt souvent sur la perte partielle, hein, le manquant partiel, il va manquer une palette. Voilà, on verra tout à l'heure sur les manquants colis, j'en ai déjà parlé, je crois, l'année dernière ou il y a 2 ans. Vous pouvez avoir une avarie, hein, donc effectivement le constat d'une marchandise qui arrive dans un état détérioré ou en retard, parce que les transporteurs, il leur arrive d'être de temps en temps en retard. Bon, on n'est pas là pour parler des plafonds d'indemnisation, il n'y a pas de souci. Alors, je rappelle simplement parce qu'on va beaucoup parler des réserves, mais il y a une chose importante qu'il faut que vous sachiez quand même, c'est qu'on est en droit commercial. Et en droit commercial, l'existence du dommage se rapporte par tout moyen. C'est-à-dire que les réserves ne sont pas une fin en soi.
Hein, vous pouvez effectivement, à tout moment, rattraper l'absence de réserve ou compenser l'absence de réserve par des éléments de preuve. Alors la preuve doit être irréfutable, hein, c'est ça, hein, dans la jurisprudence. Voilà, ça peut être une reconnaissance écrite de la part du transporteur, ça peut être évidemment de plus en plus des mécanismes de photos ou de vidéos qui vont être pris. Évidemment, s'il y a un constat de police, un constat administratif, ça pose pas de problème. Si vous êtes en température dirigée, vous pouvez avoir une courbe de température, des pesées éventuellement si vous êtes en vrac. Enfin, il y a des tas de choses qui permettent de compenser l'absence de réserve. Alors pour autant, effectivement, dans le cadre de la protestation, le plus classique chez les destinataires, c'est donc d'émettre les fameuses réserves. Donc les réserves qui vont être mises à destination. Alors, retenez une chose, la notion de réserve ne figure pas dans le Code du commerce, comme ça. On la retrouve en revanche, alors on la retrouve dans la CMR, à l'international. La Convention marchandises route parle des réserves. Hein. Les réserves, voilà, il s'agit de pertes non apparentes, adresser des réserves aux transporteurs. Hein. Donc effectivement, la Convention marchandises route intègre cette notion de réserve, et on retrouve également la notion de réserve dans les contrats types. Le destinataire peut formuler des réserves précises et motivées sur l'état de la marchandise. Donc les réserves figurent à la fois dans le code dans les contrats types et dans la CMR. Donc voilà sur le principe des réserves. Les réserves, hein, c'est un des outils à la disposition du destinataire pour protester et en cas d'avarie à la marchandise. Alors, j'adore les textes juridiques. Le problème à un moment, c'est qu'il faut faire des réserves, mais on ne dit pas... on ne dit pas comment, ni pourquoi, ni quoi est-ce, quoi. Donc voilà. Alors voilà. Donc c'est, il y a des tas de choses comme ça dans le droit qui sont intéressants. On fixe des grands principes généraux, et après effectivement, le quotidien, votre quotidien, fait que vous allez être confronté évidemment à des difficultés, à des cas différents, à des cas d'espèce extrêmement différenciés. Et à un moment, qu'est-ce qu'une réserve et qu'est-ce qui tourne autour de la réserve? Alors la grande difficulté, c'est que ni dans la CMR, ni dans le code du commerce évidemment, ni dans les contrats types, vous allez trouver explicitement ce qu'est une réserve. Ouais. Là, on vous parle de précise et motivée. C'est déjà pas mal, c'est un peu plus précis. Mais c'est quoi une réserve précise? C'est quoi une réserve motivée? Donc effectivement, la grande difficulté, et ce n'est pas effectivement ici en 20 minutes qu'on va pouvoir résoudre le problème, mais la grande difficulté, effectivement, c'est que moi, personnellement, je n'ai pas de guide de bonne réserve ou de guide de mauvaise réserve. Il n'existe pas aujourd'hui un bouquin qui va recenser les bonnes ou les mauvaises réserves, qu'est-ce qu'il faut faire ou pas faire. Donc on va être dans une construction juridique un petit peu particulière, qui est une construction donc jurisprudentielle. Donc c'est effectivement, ce sont les juges, à l'occasion de judiciarisation d'un certain nombre de dossiers, qui vont être amenés effectivement à bâtir un socle jurisprudentiel avec les limites d'un socle jurisprudentiel. Hein. C'est qu'une jurisprudence, c'est fluctuant dans le temps et dans l'espace. C'est fluctuant dans le temps parce qu'un juge peut décider en 2024 des choses légèrement différentes de ce qu'il a décidé en 2012 ou en 1998. Et comme la plupart de la jurisprudence dans ce domaine-là est une jurisprudence plutôt de cour d'appel et moins de cour de cassation, voilà. C'est un peu assez rare quand même, ça finit par coûter cher quand même d'aller en cassation. Comme on a une jurisprudence qui est une jurisprudence de cour d'appel, ben, vous pouvez avoir à Douai une décision qui n'est pas tout à fait la même qu'à Aix, tant que la cassation c'est pas prononcé. Donc c'est effectivement extrêmement difficile. Et donc moi, je fais souvent des formations chez les donneurs d'ordre, et souvent, ouais, mais c'est vrai, qu'est-ce que vous pensez de cette réserve? Moi, je ne pense pas, j'ai pas d'avis à donner sur une réserve. En fait, si, il y a des cas extrêmes, évidemment, mais effectivement, chaque situation est un peu particulière et est assimilée au cas par cas. Alors, quelques règles quand même, allez, quelques règles en vrac qui ont été édictées au fil du temps par la jurisprudence et qu'on peut avoir, et qui sont quelques règles de principe. Alors d'abord, les réserves doivent être écrites. Ça, évidemment, je rappelle qu'on est en France, on est en droit français, le droit romain. Donc c'est un droit de l'écrit, voilà. De préférence évidemment sur la lettre de voiture. Alors pourquoi de préférence sur la lettre de voiture? Parce que quand vous le mettez sur la lettre de voiture, ça va être dupliqué sur les deux lettres de voiture, celle qui est remise au destinataire et celle que garde par devers lui le transporteur. Donc on va l'avoir en 2 exemplaires, donc c'est intéressant. Vous pouvez évidemment le mettre ailleurs que sur une lettre de voiture, mais là la complexité devient qu'à un moment, il faut être sûr que les deux l'ont.
et donc pas évident. Mais vous pouvez très bien, effectivement, là on voit ici une réserve sur une lettre de voiture, là c'est une réserve sur un BL. Alors évidemment, le problème de la réserve sur un banc de livraison, c'est que on va le trouver sur l'exemplaire qui est remis au destinataire, mais pas forcément sur l'exemplaire qui est remis au transporteur. Ce qui est pas... Voilà. Là, le problème... Alors, évidemment, rien n'est parfait. Vous avez ici une lettre de voiture. J'ai pris quelques exemples. Une lettre de voiture qui est issue d'une photocopie. Alors, je ne sais pas si c'est l'exemplaire du transporteur. Je pense que c'est l'exemplaire du transporteur. Alors, le problème, c'est qu'effectivement, souvent, quand on duplique, on n'arrive plus à lire et on n'y comprend plus rien. C'est tout le problème des duplicata. Bon, ceci dit, on verra effectivement que ça paraît idiot, mais c'est important, effectivement, de travailler là-dessus. Voilà. Alors, il faut effectivement un document annexe. Il faut le lier à la lettre de voiture. Alors, je ne sais pas si les gens... Vous avez ici une ou deux sociétés qui sont spécialisées dans les lettres de voiture électroniques. Alors, je ne sais pas si vous en avez beaucoup. C'est assez peu fréquent actuellement, sauf à l'international. Mais effectivement, le développement de la lettre de voiture électronique devrait permettre de résoudre ce problème, puisque effectivement, quand il y aura une réserve, elle sera automatiquement transmise à l'ensemble des acteurs de la chaîne transport. Voilà. Il faut évidemment qu'elle reste lisible sur l'ensemble des documents. M'arrêtez, Victoire, si apparemment je dis des bêtises. Pas de bêtises du tout. Alors, ces réserves doivent être datées, évidemment. Il faut identifier. Alors, pourquoi elles doivent être datées? Puisqu'effectivement, la date fait démarrer le délai de la prescription. Et donc, effectivement, on a importance d'avoir la date. Alors, sauf sur les retards, évidemment, où on n'a pas forcément la date. Pour la prescription, en cas de retard, c'est la date prévue de livraison qui vaut délai de prescription. Voilà. Donc, on a besoin pour savoir le principe de la prescription qui est anale en transport routier de marchandises. Donc, au bout d'un an, les dossiers sont clos. Comme je le dis souvent, n'oubliez pas le deuxième N à anal, c'est important. Et donc, les réserves doivent être signées. Ah, alors ça aussi, j'ai des questions chaque fois. Ouais, mais est-ce qu'il faut un tampon? Ouais, mais est-ce qu'il faut mettre le nom? Oui, mais est-ce que la signature est lisible, pas lisible, illisible, machin, etc. Comment je sais, etc. Alors là, c'est que du cas d'espèce. Et on a effectivement tous les cas possibles et inimaginables. Le contrat type prévoit quand même la notion de cachet commercial. Voilà. Alors, bon, je rappelle que le contrat type est supplétif et que vous n'êtes pas obligé de le mettre en place et que si vous avez mis en place une convention, c'est elle qui vaut. Mais je rappelle également que le contrat type est supplétif dans les carences de votre cahier des charges ou votre contrat transport. Donc, de toute façon, vous avez toujours des effets d'aller-retour. On parle de cachet commercial. Bon, voilà. Donc, l'intérêt du cachet commercial, ça permet de mixer. Je sais pas, un petit retour là sur la jurisprudence. Non, moi j'aurais tendance à dire qui peut plus peut le moins. S'il y a un doute, on met tout, signature, tampon, et comme ça on est tranquille, quoi. Alors évidemment, voilà, oui, on a des conducteurs qui auto-signent les réserves et les lettres de voiture. Oui, on a des signatures illisibles. Oui, pour ceux qui font des livraisons chantier. Alors effectivement, un des litiges majeurs, effectivement. Alors quand vous livrez une entreprise industrielle, un destinataire, un magasin, bon, c'est souvent le réceptionnaire, ça pose pas de soucis. Quand vous livrez un chantier, c'est beaucoup plus compliqué. Parce que quand vous livrez un chantier, vous livrez un chantier avec différents corps de métier. Effectivement, le problème, c'est la remise de la marchandise au bon destinataire. Si vous livrez de la céramique et que c'est l'électricien qui la récupère, évidemment, c'est un peu plus compliqué. Donc, c'est un peu plus difficile. Là-dessus, la jurisprudence considère que dans les cas de chantier, la réception par le chef de chantier permet de couvrir les différents trucs. Mais effectivement... que vos destinataires soient attentifs sur la façon. Je rappelle, c'est une faute de la part du transporteur de ne pas remettre la marchandise à celui qui est désigné sur la lettre de voiture. Voilà les quelques règles de forme, écrites, signées, datées, machin. Alors, les règles de fond. Donc, les règles de fond, c'est donc la nature du litige. Quelques exemples. Alors, je trouvais ça extraordinaire. C'est rare, mais c'est apprécié. Une réserve sur le travail parfait du transporteur. C'est jolie, celle-là. Hein, donc, voilà, donc ça arrive. Mais bon, évidemment, ça vaut rien. Ça va de soi. Bon, les fameuses sous-réserves de déballage, etc. Et puis celle-là que je montre souvent dans mes formations, qui est très amusante, pour montrer l'authenticité des réserves. Je vous rappelle, vous avez souvent un public, voilà. Donc ici, on a donc 4 armoires sans S, abîmées ER, sous emballage avec un L. On rappelle que l'emballage, il n'y a qu'un L, et contrairement à ce qu'on pense, ça ne veut pas dire niquer, c'est nickel, N-I-Q-U-L.
Voilà, donc ça a une certaine authenticité là-dessus. Pour autant, il me paraît intéressant. Voilà. Alors, qu'est-ce que dit la jurisprudence sur les réserves? Les réserves, d'abord, doivent être, sur le fond, significatives et complètes. Voilà. Donc, elles doivent faire apparaître avec netteté l'étendue et l'importance du dommage, et donc être précises quant à la nature de l'avarie et la quantité de matériel concerné. Voilà, bon, j'aime bien cet arrêt de la Cour d'appel de Lyon parce que je trouve qu'il donne vraiment un cadre intéressant sur la notion de ce qu'est une réserve significative et complète. Alors, je rappelle que les réserves, c'est la protestation du destinataire sur la marchandise qu'il reçoit. C'est une protestation globale qui s'adresse, alors évidemment au transporteur, mais pas forcément, qui s'adresse sur un mécontentement à la réception. On est dans le syndrome du pas content. Pas content, pas content. Hein, voilà. Donc, ça veut dire qu'à un moment, il faut manifester ce mécontentement sur la lettre de réserve. Le raccourci que je fais souvent en formation et qui marche bien, c'est que la réserve est au litige marchandise, que le constat amiable d'assurance est au litige que vous pouvez avoir en cas d'accident de la circulation. Quand vous avez un accident de la circulation sans dégâts corporels, enfin uniquement avec des dégâts matériels, vous remplissez un constat amiable avec une deuxième partie. Dans ce constat amiable, qu'est-ce qu'on vous demande? Un, de noter ce qui ne va pas dans la voiture, et deux, de faire un petit schéma de l'accident qu'on s'est passé. Vous n'êtes pas là pour porter un jugement de valeur sur la personne qui vous a tamponné par l'arrière. C'est un peu le même principe. Hein, la lettre de voiture n'est pas là pour mentionner, un quelconque jugement de valeur sur la qualité du transporteur. Le fait que l'emballage soit nickel ou niqué n'a aucune espèce d'importance. On s'en moque. Ça, c'est les avocats qui, derrière, verront l'intérêt de ça. Enfin, c'est le recours, c'est l'exonération de responsabilité éventuelle du transporteur, mais ce n'est pas l'objet de la réserve. Ensuite, il faut effectivement mentionner de manière précise la nature et l'étendue du dommage. Et c'est là où souvent le bas blesse. Parce que, effectivement, vos destinataires n'ont pas le temps. Voilà. Pas que ça à faire, on n'a pas le temps, pas faire des contrôles, donc on va vite, on ne contrôle pas, on notifie. Et donc voilà. Donc il faut clairement, alors c'est pas non plus un roman feuilleton, hein, la réserve, mais il faut au moins qu'on signifie le type d'avarie subie. Est-ce que la marchandise est cassée? Est-ce qu'elle est mouillée? Est-ce qu'elle est abîmée? Est-ce qu'elle ne fonctionne pas? Le nombre, est-ce que c'est des palettes perdues? Est-ce que c'est des colis perdus? Bref, il faut effectivement notifier. Il faut que votre destinataire notifie le dommage qu'il a subi et ensuite qu'on le quantifie. Voilà. Donc ici, vous avez effectivement... Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est bien d'accord que les mentions sous réserve de contrôle ou déballage... Alors, vous savez, je le dis ici, les gens me disent oui, mais on en voit encore des tonnes. Hein? J'ai même vu récemment un client où le tampon du destinataire, il y avait marqué sous réserve de contrôle. Le tampon, c'est-à-dire qu'ils avaient un tampon sous réserve de contrôle. Il faut quand même le faire, quoi. C'est des réserves que l'on fait sous réserve. Il faut quand même être un peu tordu dans son esprit. Voilà, sous réserve, vous voyez, celui-là, voilà, bon, c'est 2016, mais c'est quand même pas si loin que ça. Sous réserve de déballage, c'est classique. Voilà. Alors ça, classique aussi, la notion de l'action prise par le destinataire. Hein, souvent, le destinataire va mettre sur la lettre de voiture l'action qu'il entend faire. Je refuse le colis. Bah oui, mais moi, j'ai pas la nature du dommage. Pourquoi j'ai refusé ce colis? Il était abîmé, pas conforme, c'est pas la bonne référence, c'est quoi? C'est-à-dire que la notion de colis refusé n'est pas ne qualifie pas le dommage. Hein, je refuse un colis, parce que je me suis levé du mauvais pied, parce que je suis de mauvaise humeur, parce que voilà, on a des tas de choses qui justifient, mais on ne quantifie pas le dommage. Alors, on peut mettre colis refusé, mais on explique pourquoi on refuse le colis. Colis abîmé, colis écrasé, ne fonctionne pas, déchiré, évidemment, et refusé. Mais on ne peut pas mettre que refusé. Un classique aussi du genre, palette cassée. Eh bien, je suis transporteur, je rembourse le prix de la palette, 15 €, 25 € actuellement, enfin 15 € une palette, je rembourse le prix de la palette. Si la palette est cassée, c'est la palette qui est cassée, c'est pas la marchandise qu'il y a sur la palette. Non mais c'est idiot, mais faites attention effectivement
Enfin, faites attention. Vos destinataires sont souvent négligents à ce niveau-là, effectivement, et vouloir aller trop vite, c'est extrêmement compliqué, quoi. Voilà. Alors, reçu 29 sacs au lieu de 30, on en rêve de ce genre de réserve. Au moins, c'est le mérite d'être... Voilà, avec en plus la référence, je ne comprends pas, il y en a 2. Mais, enfin, ça, c'est notre paire de manches. Hein ? C'est les références de plomb. Ah oui, c'est les références du plomb. Voilà, donc ensuite, il faut indiquer le nombre précis de colis endommagés ou perdus. Hein. Alors attention, évidemment, à la tentation qui est grande, hein, c'est que la réserve n'emporte pas le droit non plus de refuser l'intégralité d'un lot ou d'une palette parce qu'on a 4 cartons écrasés en bas. Donc vous pouvez effectivement, sur ce type de photo où on voit que les cartons en bas sont écrasés, la réserve, effectivement, consiste pas à dire carton écrasé, palette refusée. Faites attention de bien quantifier. Là aussi, quand vous avez un accident de la circulation, un constat à l'amiable, vous n'en profitez pas pour faire changer toute votre bagnole. Hein ? Si ? Quoique... Ah oui, c'est tentant. Mais vous voyez le raisonnement, pourquoi on ferait en marchandise ce qui est logique, effectivement, quand on est confronté à un truc. Oui, quand vous avez un dégât des eaux chez votre voisin, vous en profitez pour refaire tout l'appartement. J'en sais rien, mais à un moment, il y a des limites quand même par rapport au process. C'est un peu le même principe. Hein. Voilà, donc faites attention là-dessus. Alors, sur ce type de litige, on a une réception, on refuse. Donc faites attention, souvent, vos destinataires. Dommage, refus. Dommage, refus. Dommage, refus. Perte, refus. Et attention quand même aux abus là-dessus. Hein. Donc vous ne pouvez pas demander au transport des porteurs derrière d'effectuer des opérations de tri ou de dommages qui sont disproportionnées. Oui ? Y a-t-il des dérogations en matière de refus de palette complète, notamment je parle de tout ce qui est produits pharmaceutiques. Oui. Alors, c'est pas une notion de légalité ? Ce que je dirais de l'expérience qu'on a pu avoir sur ces sujets-là, c'est qu'ils invoquent souvent des règles sanitaires ou des législations. Il faut qu'ils en justifient, évidemment. Maintenant, je vais vous dire, ça dépend des produits. Pour moi, c'est comme de la marchandise alimentaire. C'est-à-dire que vous donneriez pas à vos enfants des vaches qui rient qui sont restées avariées sur un conteneur mis à une mauvaise température. Enfin, il y a un principe de précaution qui est très important dans les labos pharma, qu'on entend souvent. Maintenant, s'ils ont des règles internes qui en justifient et qu'il y a une réglementation derrière, effectivement, ça peut tenir la route. Mais oui, voilà. Alors, il y a quelques règles de jurisprudence très claires, par exemple. Hein, bon, moi, je suis plutôt alimentaire, je connais bien le monde de l'alimentaire. Une température non conforme vaut refus de l'intégralité du voilà, vaut l'intégralité. Alors, parce qu'effectivement, il y en a qui disent oui, mais c'est parce que la température, on peut prendre la température. Alors, on va pas prendre. Après, si on prend la température à chaque carton, c'est compliqué. Mais effectivement, si normalement, il y a trois niveaux de température qui sont non conformes dans un frigo, c'est-à-dire la première rangée, la rangée du milieu et la rangée du fond, on peut refuser l'intégralité du lot. Après, il y a les bonnes pratiques. Oui. Ouais. C'est les bonnes pratiques de distribution. J'ai déjà eu le cas il y a quelques années, c'était à la cour d'appel de Douai notamment, et qui nous avait demandé de pousser vraiment le retranchement et d'expliquer la réalité du préjudice, la justification du préjudice, et expliquer pourquoi est-ce qu'on réclame la totalité de la palette. Il fallait qu'on explique que ça avait pu contaminer le reste ou pas. Alors après, encore une fois, ça dépend du transport, ça dépend des conditions, si ça a été touché ou pas. Bon. Il n'y a pas de règle en tant que telle, non. J'ai parlé de jurisprudence au début, c'est malheureusement, on est dans des flous. Il y a quelques certitudes, évidemment, sur les trucs, sur les cartons écrasés, on le voit dans certaines pratiques, mais... On n'est pas dans un système logique de fonctionnement. Non. On est dans du rapport de force. Cas par cas. Et dans du rapport de force. Et je le dis souvent parce que je le fais, je vois l'acceptabilité des réserves, c'est souvent un rapport de force, c'est souvent deux rapports de force. C'est le rapport de force que vous avez, vous, vis-à-vis du transporteur, mais c'est également le rapport de force que vous avez, vous, vis-à-vis de vos fournisseurs. Si vous êtes fournisseur ou vos destinataires, en fonction des situations, si vous êtes en amont ou en franco, c'est le rapport
Donc en fait, c'est le contrat de vente. Et souvent, on confond un peu les deux, quoi. Et parce qu'on n'arrive pas à aller sur le transporteur, on va derrière. Honnêtement, en dehors de l'agroalimentaire et de la pharmacie, refuser un lot entier parce qu'il y a un colis d'abîmé, clairement, c'est de l'abusif. Enfin, sur. Ouais, voilà. Il n'y a pas de recours. Aujourd'hui, nous, on se doit aussi refuser des lots complets, des camions complets, pour une palette, peut-être un colis qui déborde, on trouve ça clairement abusif, et derrière, on a des pénalités de retard de livraison. Oui, mais c'est le rapport de force. Je pense qu'on est dans la pénalité. Non, on est dans le recours abusif et dans la pénalité abusive. Après, il faut que votre directeur commercial soit d'accord pour se fâcher avec le client ou le fournisseur. C'est ça que j'allais te dire, c'est plus de la discussion. Et ça, c'est une autre paire de manches. Ouais. Ah bon? Dans le slide précédent, vous avez parlé, le transporteur, on est quand même le droit de lui demander de ramener la marchandise. Il peut refuser de la prendre tout de suite. Alors, vous pouvez demander ce que vous voulez au transporteur. Simplement, il faudra à un moment parler des frais générés par les décisions que vous prenez. C'est-à-dire que là, vous allez prendre une décision. Eh bien, on ne sait pas. Moi, je ne sais pas qui est responsable. Là. Alors, si la réserve est bien faite, qu'elle est conforme, on est en présomption de responsabilité du transporteur. Mais peut-être qu'il va expliquer que c'est pas lui. Peut-être qu'il va expliquer que le carton ne sont pas conformes, que la pelletisation est trop forte. Dans ces cas-là, il aurait dû lui-même prendre des réserves au chargement. Ça, c'est les réserves avant le chargement. Chargement, ouais, mais là encore... Enfin, ils le font très peu. Mais... Très peu, mais on peut rapporter la preuve. On fait une enquête. Alors, effectivement, il faut que le transporteur apporte la preuve que les cartons ne sont pas assez solides, qu'on est dans une situation d'humidité puisqu'on a des crevettes. Il ne va pas faire que ça la là sur le... voilà. Mais après, c'est de la relation que vous avez avec votre transporteur. Bon, typiquement, ici, on est dans une palettisation qui est non conforme, parce qu'elle est trop élevée par rapport au carton et sur des produits dont on sait qu'ils ont de l'humidité, donc il y a un risque d'écrasement. C'est-à-dire qu'à un moment, si vous demandez au transporteur de ramener la palette, il va vous faire payer les frais, quoi. Mais le principe, il est très simple. On l'a dans le contrat type. Tous les frais générés en cas de litige sont à la charge de celui qui est responsable du litige. Je résume. Donc vous pouvez tout demander au transporteur. Mais alors en cas de refus, la démarche elle est claire. Alors le contrat type le figure et on l'a dans tous les cahiers des charges. En cas de refus, de toute façon, le transporteur est en obligation de vous informer. Et c'est à vous de prendre la décision, puisqu'il n'y a pas de transfert de propriété. C'est vous qui restez propriétaire de la marchandise, donc c'est à vous de prendre la décision de ce que vous allez faire. Destruction, ramener, repalettisation, isolement. Simplement, je veux dire, à un moment, il faut dissocier l'obligation du transporteur de vous informer, à vous de prendre la décision, et ensuite l'imputabilité des frais générés à celui qui en est responsable. La difficulté, vous le savez très bien comme moi, c'est que si le litige arrive à 3h du matin, il prévient qui à 3h du matin, quoi. Alors, il doit garder la marchandise sous bonne garde en attendant. Voilà. Alors, quelques questions qu'on a classiquement. On en a parlé. Est-ce qu'un conducteur peut faire des réserves au chargement? Oui. Alors, ça ne s'appelle pas forcément des réserves, puisqu'il va prendre la marchandise là-dessus. C'est ce qu'on appelle plutôt un état des lieux. On est plutôt dans une notion d'état des lieux. Voilà, un transporteur qui a mis protection insuffisante, risque de litige à la livraison, chargement et conditionnement effectué par l'expéditeur, etc. Donc, effectivement, vous avez un certain nombre de conducteurs. Alors, c'est de plus en plus le cas, quand même. Retenez qu'effectivement, de plus en plus de conducteurs ont tendance, évidemment, à intégrer cette démarche-là. En fait, c'est le constat que fait le conducteur sur le jugement qu'il porte là-dessus. Alors, l'intérêt, effectivement, de faire cette réserve, c'est que si elles sont acceptées par l'expéditeur, vous, elles emportent la présomption de responsabilité du transporteur. C'est-à-dire si à l'arrivée, le carton est écrasé ou la palette, le produit est renversé, évidemment, le transporteur pourra s'abriter là-dessus. Voilà. Attention, l'absence de réserve au départ ne prive pas le transporteur, même principe, d'apporter la preuve de manière ultérieure, de manière irréfutable, mais c'est plus compliqué pour lui, évidemment, que s'il n'a pas fait les réserves. Je vous enverrai les présentations, bien évidemment, vous les aurez tout à l'heure. Les réserves peuvent être adressées à l'expéditeur ou au commissionnaire de transport. Alors, ça, évidemment, c'est un classique. C'est quand il y a un destinataire qui n'est pas content, il vous envoie la réserve à vous, ou éventuellement au commissionnaire qui figure sur la lettre de voiture. Alors, attention, les réserves s'adressent au transporteur, au voiturier. C'est celui qui a effectué physiquement la marchandise. Pourquoi ? Parce que c'est lui qui, en dernier lieu, a manipulé votre marchandise. Donc, les réserves doivent être impérativement adressées au voiturier. Le voiturier figure sur la lettre de voiture. Donc, dites bien à votre destinataire
que la réserve doit être effectuée impérativement s'adresser aux transporteurs, notamment si elle est faite a posteriori et pas en même temps. Voilà. Alors évidemment, si le nom du transporteur ne figure pas sur la lettre de voiture, vous le faites ce que vous voulez, et vous pouvez le faire. Alors vous pouvez, enfin le destinataire peut s'adresser à l'expéditeur ou au commissionnaire, il doit respecter évidemment la règle des 3 jours. Faut-il forcément confirmer les réserves par lettre, par recommandé avec accusé de réception? Non. Donc là, la jurisprudence a connu une évolution majeure il y a maintenant une trentaine ou une quarantaine d'années. Le principe, il est simple. Des réserves écrites, c'est parce que les gens ont rendez-vous derrière. C'est bon, ça. Ou le déjeuner. Si les réserves sont conformes, il n'y a pas besoin de les confirmer par recommandé avec accusé de réception. On a longtemps pensé que les fameuses 3 jours francs et ouvrables du Code du commerce ne servaient à rien. En fait, aujourd'hui, on va retrouver la procédure du recommandé avec accusé de réception dans 3 cas. Alors, je rappelle que le recommandé peut être fait par voie postale ou électronique, aujourd'hui, en 2024. S'il n'y a pas de réserve à réception, c'est-à-dire si le destinataire ne reçoit une marchandise et n'émet pas de réserve à réception, il a 3 jours pour protester, mais cette fois-ci, il faut respecter la procédure de la règle. Si les réserves, évidemment, sont non valables, ou si les réserves ont été contestées par le conducteur. Oui. Ouais, on est d'accord. Oui. Oui, il peut refaire. Mais il faut qu'il le fasse sous la forme de la lettre recommandée avec accusé de réception. Au transporteur, qui figure sur la lettre de voiture. Évidemment, alors la difficulté, c'est la boucle d'information. C'est qu'effectivement, derrière, vous êtes expéditeur, il faut qu'il vous informe ou pas. Mais alors, juridiquement, d'après le contrat type, si vous êtes sous contrat type, il doit vous informer en cas de difficulté à la livraison. Mais effectivement, on est dans une boucle d'information. Alors attention, parce que de ne pas faire les réserves à réception, je l'ai déjà dit X fois, s'il n'y a pas de réserve à réception, et quand bien même le destinataire fait ses réserves dans les 3 jours, attention, on a un principe qui est celui du renversement de la preuve. Votre destinataire, il a pris la marchandise physiquement, et il fait les réserves 1 jour après ou 2 jours après, ou, vous le savez aussi bien que moi, il ne rend pas la lettre de voiture au transporteur, il la met sur une bannette, et il va aller chercher la bannette et il rajoute les réserves en l'absence du transporteur. Attention, dans tous ces cas-là, on est dans ce qu'on appelle une présomption de livraison conforme, et donc c'est à lui d'apporter la preuve que le litige était là au moment de l'arrivée de la marchandise et pas le moment où il fait les réserves. Mais c'est du bon sens. Qu'est-ce qui me prouve que c'est pas vous qui, pendant les 24 heures, avez paumé la marchandise, vous l'avez cassée? Enfin, voilà, c'est du bon sens. Je reviens sur mes constats à l'amiable. Vous faites un constat d'assurance, 4 jours après, vous n'allez pas me dire « Ah ben tiens, aussi, il y avait le pare-brise aussi qui était à changer. » C'est le même principe. C'est toujours pareil, c'est au destinataire d'apporter la preuve. Par tout moyen. Caméra, vidéo, expertise, ce que vous voulez. De mémoire, sauf quand même les témoignages oraux des collaborateurs. Non, ça vaut pas grand-chose. Ça vaut pas grand-chose. Oui, si, c'était cassé en arrivant. Moi, je l'ai vu, chef. Voilà. À défaut de remise au transporteur avant son départ, et sous réserve qu'il ait confirmé au donneur d'ordre la remise de la marchandise, il y a présomption simple de livraison conforme au contrat. Voilà. Alors évidemment, cette confirmation de la remise précédente des intervient par l'envoi, machin, blabla. Ce n'est pas au transporteur de juger la recevabilité réserve. Oui. Ne vous laissez pas embarquer par un transporteur qui dit « Ouais, mais ça vaut rien comme réserve. Ouais, mais c'est... Ouais. » Alors, l'intérêt du transporteur, quand il refuse les réserves, quand il vous dit que les réserves ne sont pas valables, c'est que si les réserves ne sont pas valables, il n'y a plus de litige. Voilà, en gros. Et donc, c'est plus un litige transport, mais c'est un litige avec votre fournisseur ou votre client. Donc, l'idée, évidemment, du transporteur, c'est de dire, c'est pas de ma faute, c'est votre problème, vous, chargeur, expéditeur, destinataire. Donc, effectivement, attention, vous avez des transporteurs, et moi, je le vois souvent auprès de mes clients, où le transporteur dit, non, mais la réserve, elle vaut rien. C'est pas au transporteur de juger la recevabilité des réserves. Alors là, la difficulté, c'est qu'évidemment, vous êtes dans un rapport de force avec votre transporteur, vous êtes dans la nécessité de connaître un peu le droit, mais allez, on est entre nous, il n'est pas plus blindé en droit des transports que vous, hein. Il parle simplement plus fort. Et il donne l'impression de savoir, mais juridiquement, il n'en sait rien. Donc,
ne vous laissez pas enfumer par effectivement des propos péremptoires sur la qualité d'une réserve. À vous de les apprécier, à vous effectivement de vous renseigner. Alors évidemment, on sait bien que la sous-réserve de déballage, ça vaut rien, mais attention de ne pas... voilà. Alors évidemment, on a des cas précis. C'est là que la connaissance de la jurisprudence est intéressante. Les quelques exemples que je vous ai donnés permettent de... Mais si vous avez colis abîmé, oui, c'est une réserve, quoi. S'il y en a qu'un, c'est facile. Alors c'est pas très précis, mais en attendant, faites attention. Oui, mais c'est refusé. Beaucoup de transporteurs refusent, notamment les livraisons monocolis, un colis avec une ref, donc il n'y a pas de discussion. Oui. Ne pas mettre la référence, c'est contesté. Et il y a marqué colis abîmé. Ouais. Mais il n'y a qu'un colis, une référence. Oui, c'est ça. Ah oui, j'en ai vu, des lettres de voiture, colis abîmés, il n'y a qu'une seule référence. Normalement, pour moi, c'est pas discutable. Alors, évidemment, je vais être honnête, alors, pour les particuliers, c'est un peu plus... D'abord, c'est pas le droit du commerce, c'est le droit de la consommation, donc c'est autre chose, en particulier. On est en 2024. Bon, la photo, c'est quand même bien, quoi. Enfin... les chauffeurs routiers et conducteurs routiers, ils font combien de photos de leur bébé, de leur chien et de leur chat, donc ils peuvent bien faire sur TikTok, LinkedIn et machin et compagnie, ils peuvent bien prendre une photo des... Voilà. La plupart des transporteurs quand même dotent en plus leurs chauffeurs de... Ça aussi, quand vous choisissez un transporteur, ça peut faire partie du cahier des charges du choix d'un transporteur. Enfin, c'est effectivement derrière quels outils vous donnez à votre transporteur là-dessus. Alors c'est vrai que les lettres de voiture numériques, pour ça, normalement, sont bien, parce qu'on va pouvoir lier les photos, etc. Mais effectivement, une photo, c'est l'idéal. Il faut qu'elle soit datée, la photo, et identifiable. La jurisprudence a récemment retoqué une photo qui avait été photoshopée. Il faut le faire quand même. Et sur les manquants, sur la lettre de voiture stipulée que je transporte 33 palettes, Ouais. et j'ai une réserve sur un manquant de colis à l'arrivée. Alors ça, c'est très simple, parce que je suis sûr que le manquant colis... Alors ça dépend si le manquant colis a été fait... Si le constat a été fait en présence du conducteur ou pas. C'est rarement le cas. Ben voilà. Alors déjà, ça n'a pas été contrôlé au départ. C'est une difficulté. Et la deuxième difficulté, vous savez très bien comme moi, que le colis manquant, il est constaté a posteriori. C'est quand vous allez faire votre préparation de commande. Enfin, quand le destinataire fait sa prep, qu'il va se rendre compte qu'il manque un colis. Et qu'il va le noter ou sur la lettre de voiture qu'il manque. Et là, c'est le même principe. C'est valable, mais à condition d'apporter la preuve que le colis était manquant à la réception. Et comme vous n'avez pas dénombré au départ, c'est foutu, quoi. Vraiment, le colis manquant, moi je me bats depuis des années là-dessus. Les litiges au colis manquant, juridiquement, le transporteur, il est peinard. Il est peinard. Mais c'est vrai que la frontière est difficile. Bon, voilà, sac percé, voilà. Alors c'est pareil, on disait, un sac percé, normalement, il y en a qu'un, donc, il y a une palette, mais on ne sait pas combien il y a de sacs dessus, donc c'est vrai que c'est toujours dans des trucs un peu compliqués. Palette cassée en très mauvais état, bon là voilà. Refus total, produit abîmé, c'est le genre de trucs que vous avez très souvent et qui sont compliqués. Simplement, si vous acceptez du transporteur sa réserve, enfin le fait qu'elle n'est pas conforme, c'est plus un litige transport, quoi. Et c'est un litige client-fournisseur. C'est toujours la difficulté. Ouais. Les réserves d'apporter sur les mentions figurant sur la voiture, on en a parlé effectivement sur les fameux manquants. Oui, le transporteur est responsable de toutes les marchandises. Il peut être responsable d'un manque de colis, même si la lettre de voiture est imprécise. Vous pouvez effectivement derrière avoir souvent des lettres de voiture où il y a marqué un lot, 12 palettes. C'est ce qu'on disait. La difficulté, c'est évident d'avoir fait le démembrement au départ et à l'arrivée, en présence du conducteur. Si ce dénombrement n'a pas été fait en présence du conducteur, ça va être effectivement extrêmement compliqué. On peut être effectivement responsable d'un litige température. Alors ça revient pour en pharmacie. Attention, quand vous sélectionnez un transporteur, vous lui envoyez un cahier des charges. Les éléments qu'il y a dans le cahier des charges l'obligent. L'oblige. J'ai souvenir d'un litige en pharmacie sur du 2.8, d'un transporteur spécialisé en denrées périssables et donc en sous-température dirigée, qui s'est retrouvé sur une problématique de groupage avec la température de l'eau pharmaceutique d'insuline qui n'était pas la bonne température, qui a fait valoir qu'on ne lui avait pas indiqué la température. Manque de bol, ça figurait dans le cahier des charges amont. Donc évidemment, il n'y a pas besoin d'avoir effectivement...
pour montrer la responsabilité du transporteur, où il n'y a pas que les réserves, il y a évidemment tout ce que vous avez fait en amont avec lui, tous les éléments qui figurent dans votre cahier des charges là-dessus. Voilà. Hein, donc effectivement, le transporteur peut être responsable. Mais là, on est sur la responsabilité du transporteur. Voilà ce que j'avais voulu dire sur les réserves là-dessus. Si vous avez des questions, on est à votre disposition avec Victoire. Merci à vous pour ce déjeuner. Oui. Alors, la vraie réserve, c'est colis abîmé. Qu'il soit refusé ou pas, on s'en fout. Enfin, au niveau de la réserve. Alors, s'il le rend au transporteur et s'il est en refus, ça ne change pas grand-chose à la véracité de la réserve. Après, c'est celui qui va assumer le litige, enfin les conséquences du refus. Parce que qui dit colis refusé dit colis qui est ramené à la maison, qu'on va retraiter, etc. Alors le colis reste sous la responsabilité du transporteur, hein, puisqu'on a refusé le process. Mais un colis refusé, il va bien falloir ou le ramener, ou le relivrer, Et si le refus est abusif, les frais ne seront pas à la charge du transporteur. Mais j'ai une lettre de voiture là, de mes clients où on a refusé 8 palettes parce que c'était pas le bon conditionnement c'était dans le cas présent, c'était des légumes surgelés et que le conditionnement était en sac de 2,5 kg au lieu d'être en sac de 4 kg. Donc évidemment, le colis est refusé. La lettre de voiture mentionne bien que c'est pas les bonnes références, que c'est pas les bons trucs. En fait, paradoxalement, la réserve est conforme. Le refus est légitime de la part du destinataire. Après, on rentre dans le mécanisme de responsabilité, d'exonération de responsabilité du transporteur. Mais un destinataire qui vous met à réception, c'est pas les bonnes références. Je dis n'importe quoi. Hein. Un destinataire qui vous met à réception. Moi, j'avais commandé des yaourts à la fraise et c'est des yaourts à la mûre. Si c'est précis comme ça et si on sait le nombre de cartons de mûre et tout, bah, c'est une bonne réserve. Après, on rentre dans un autre débat, hein, qui est celui de l'exonération de responsabilité du transporteur. Souvent, colis, on nous dit ces notions d'emballage et pas de marchandise. Il faudrait marquer un colis de meubles ou habits. Après, ça dépend ce qui a indiqué sur votre lettre de voiture au départ, comme marchandise transportée. Enfin, comment c'est conditionné? Sincèrement, il n'y a pas toujours marqué. Ou alors, il faut se référer, je ne sais pas si souvent, nous, ce qu'on regarde, en tout cas dans la pratique, c'est les listes de chargement. Et là-dessus, on se réfère à ça et ça nous permet de faire le distinguo avant-après, justement. Si l'unité manutensionnée est la palette, Exactement. le transporteur est responsable du nombre de palettes, mais pas du nombre de colis. On peut. Moi, j'ai vu des lettres de voiture où on mettait le nombre de colis. Oui, et si c'est marqué le nombre de palettes, simplement. Oui, mais j'ai vu des situations où on mettait le nombre de colis. Alors, situation amusante d'ailleurs, on mettait le nombre de colis, mais on interdisait aux transporteurs d'accéder au quai. Donc, ce qui est ridicule, puisque dans ce cas-là, il n'y a pas de dénombrement possible et on a une exonération de responsabilité du transporteur. Alors, bon, voilà, je visite souvent avec mes étudiants la plateforme une plateforme spécialisée dans l'expédition de produits électroménagers en vrac. Je pense notamment à des machines à laver, des machines à laver le linge. Alors, la réserve classique là-dessus, alors pour votre information, les machines à laver le linge, il y a des coins en polystyrène et après, il y a des films plastiques autour. Et on a des refus parce qu'effectivement, l'emballage et le film plastique est déchiré, quoi. Mais le produit est évidemment intact, quoi. Lequel expéditeur dit, mais ça veut dire que l'emballage a joué son rôle de protection de le produit. Et ça, on a souvent produit refusé parce que emballage déchiré. Bah oui, mais bon, alors je sais pas ce que ça vaut, ça. Ils nous disent que c'est pas vendable, hein, mais si on l'a sur les colis, c'est une perte pour eux. Parce que l'emballage plastique. Mettre en rayon un colis pour leurs clients. Parce qu'ils mettent les machines à laver le linge emballées dans leur plastique. Non, ou un peu un carton de meubles. Ouais. Nous, on a le cas avec un prestataire, avec un client, mais logisticien et transporteur. On est entre les deux. Et effectivement, on a le cas avec un client qui refuse systématiquement, les destinataires refusent systématiquement les cartons qui sont abîmés, même si la marchandise est intacte. Alors la jurisprudence considère qu'un carton fortement abîmé présume fortement abîmé. Ah ben. oui. C'est compliqué, effectivement. On est dans la jurisprudence, c'est très très compliqué. C'est dans ces cas-là que vous vous dites c'est peut-être intéressant d'avoir des conditions particulières ou conditions générales, justement, pour se prémunir de ce genre de cas. Voilà. Effectivement, j'observe une chose, c'est que nombreux sont les chargeurs qui
Moi, j'ai vu ça, j'ai vu des clients coller ça sur leur carton. Avis très important, et il est important. Ça, c'est collé, alors pas sur tous les palettes, mais si j'envoie 12 palettes, je colle sur, voilà, il faut déballer, contrôler en présence du livreur. Vous mettez... Ça, c'est des documents qui sont des autocollants. Ça, c'est un de mes clients qui a fait ça. Il a mis un autocollant sur, quand il envoie 12 palettes, alors pas sur les 12, hein, mais il y a un... Voilà, vous regardez ce collier, là, voilà, justement, lui, il a fait la différence entre le petit carton, le gros carton écrasé, vous regardez, enfin, c'est... hein, c'est bah ouais, c'est pas quoi. Ah, il me dit, ça me coûte... Ouais, ouais. Non, mais il y a Ouais, un il me dit problème de ça- formation, en fait. Sur il me dit ça- c'est clairement ça. Oui, oui. Dans une relation commerciale, on ne peut jamais parler des sujets qui fâchent. Ça, c'est un sujet qui fâche. Mais c'est dommage de ne pas le faire. C'est dommage. Et on peut même aller plus loin, se dire ce genre de destinataire qui est peu scrupuleux, enfin, refuse systématiquement la livraison pour un nom, on peut même aller se poser la question si ça a du sens de travailler avec eux. Alors, ce qui est marrant, c'est que... Il faut prendre son courage à deux mains. Ah ouais. La plupart des commerciaux qui sont dans nos entreprises, le courage, ils ne connaissent pas. Non, mais puis il y a aussi, justement, c'est... Non, mais il y a cette... J'ai entamé le débat tout à l'heure. Hein. Ouais. Il y a aussi cette question du juridique, c'est que souvent il manque un peu le fondement ou la justification de son droit ou pas à dire et à faire. Enfin, c'est l'intérêt aussi de ces mini-formations-là, c'est de se dire en fait, vous pouvez attendre ci ou ça, et il ne faut pas hésiter à pousser un peu quand vous êtes en droit de le faire, quoi. C'est ce qu'on appelle éduquer le client. Ouais, Exactement. Chez nous aussi, hein, Ouais. on fonctionne pareil. Alors, vous savez que les dernières formations que je fais là-dessus c'est assez étonnantes. Il y a des acteurs de la grande distribution ici. Bon. Moi, je travaille pour quelques acteurs de la grande distribution. Alors, vous savez que la grande distribution a aujourd'hui tendance à travailler en amont, hein, et à avoir créé des filiales transport et logistique. Je pense à des intermarchés, à des casinos, à des systèmes U, etc. Et en faisant ça, c'est très bien, parce qu'ils se retrouvent confrontés à une situation où ils se rendent compte derrière, effectivement, que chez leurs destinataires, qui sont leurs propres magasins, il y a un travail d'éducation colossal à faire, quoi. Mais alors, c'était une des prochaines questions. Ils ont leur propre protocole litige. Oui. Ils envoient à nous, chargeurs, Ouais. qui sont quand même, qui ne respectent pas forcément le code du Commerce. voilà, et avec des propres délais. Même si on est sur une plateforme, c'est le magasin final qui va déterminer la rigueur, c'est à nous de l'approuver, alors que nous, on n'a pas forcément fait la livraison au magasin final. Enfin, ils ont leur propre procédure litige, et nous, au transport, on se bat avec nos services SAV parce que on les approuve pas quand il y a des... Alors c'est parce que vous êtes, oui, sur l'amont. Moi, je parlais de la partie aval. C'est-à-dire les gens, c'est les liaisons entre les plateformes et les magasins. Oui, mais même nous, chargeurs, quand on parle là des délais de 3 jours ou des choses comme ça, où Le délai de 3 jours, c'est quand même un délai légal, hein, donc ça va être compliqué de faire autrement. un carton abîmé, ils le mettent dans leur propre process litige. Oui, mais la question, c'est de savoir si leur process litige, justement, c'est des choses que vous avez... Enfin, c'est toute la question de l'opposabilité des conditions générales où on peut appliquer le même raisonnement. Est-ce que vous les demain. connaissez? Venez demain. Est-ce que On vous parle. est-ce que vous les avez acceptés? Enfin, c'est vraiment le... Nous, non, mais le commerce, oui. Ouais, alors après, ça, c'est... On est en débat interne parce que il y a toute cette notion voilà, d'opposabilité, enfin de réciprocité, toutes ces choses-là, elles sont souvent clairement pas appliquées. Mais bon, on ne peut pas résoudre tous les problèmes ici, mais je pense qu'effectivement, bon, ça a été dit, pour le vivre dans les nombreuses formations que je fais, il y a une culture chez le destinataire qui est, au-delà de la grande distribution, qui est vraiment, qui est quand même perfectible, quoi. Le nombre d'enseignes encore, enfin le nombre de magasins qui mettent avec les tampons sous réserve de déballage, enfin je me dis quand même qu'en 2024, c'est quand même incroyable. Qui ont du transport à mont. Oui, attendez, il y a une question là-bas. Tout à l'heure, on parlait de destruction, comme quoi on est, nous, responsables de la suite donnée à notre marchandise, typiquement le retour ou la destruction. Est-ce qu'il y a des cas dans lesquels le transporteur il a le droit de détruire le colis? En cas de laisser pour compte. Uniquement en cas de laisser pour compte. C'est-à-dire qu'il faut que vous enclenchiez un laisser pour compte.
Alors attention, le laisser pour compte, c'est compliqué. D'abord, ça figure dans les contrats types. Je vous incite à travailler cette notion dans vos cahiers des charges, c'est compliqué. Le laisser pour compte, c'est une marchandise que l'expéditeur assimile à une perte. C'est-à-dire déjà, il faut être sûr, en laisser pour compte, que c'est une perte, que vous laissez à la disposition du transporteur, et quand vous la laissez à disposition du transporteur, il en fait ce qu'il veut derrière. Mais à part le cas du laisser pour compte, vous êtes toujours effectivement... Et même dans le cas du laisser pour compte, d'ailleurs, vous pouvez demander au transporteur de limiter la preuve de la destruction, etc. Mais il faut vraiment aller dans un laisser pour compte. Attention, le laisser pour compte, il faut être sûr que le transporteur est responsable, parce qu'il y a eu on a fait des laissés pour compte et on s'est rendu compte qu'effectivement le transporteur n'était pas responsable du litige. Dans ce cas-là, le laisser pour compte, il ne vaut rien. Faites attention, typiquement, pour connaître mon domaine d'une température léger, voilà, un produit surgelé qui arrive à moins 12, bon, voilà, il n'y a pas photo. Là, on est vraiment... Voilà. Mais vous le laissez... Alors, le transporteur, quand il a la marchandise qui est surgelée, qui est à moins 12, il en fait vous le faites à laisser pour compte, il en fait ce qu'il veut. S'il le détruit, c'est très con, parce qu'il n'en tirera rien. Après, il peut le broquer, le transformer, le faire sur des filières, ou le revendre, donner à des banques alimentaires pour, effectivement, récupérer un certain montant. Mais c'est un cas très, très particulier de laisser pour compte. Nous, on est souvent dans le cas où ils nous disent qu'ils ne peuvent pas nous le retourner parce qu'il est trop abîmé et que par conséquent, ils le détruisent. Alors que nous, on voudrait l'avoir. C'est pas Après, il y a une question qui se pose, c'est la propriété de la marchandise. Le transporteur, il n'est pas propriétaire de la marchandise. Donc théoriquement, il n'a absolument aucun droit d'en disposer et de faire ce qu'il veut avec. Ça, je pense que c'est à vous de lui expliquer gentiment, mais fermement. Mais là, vous rentrez dans un piège classique qui est, voilà, comme il l'a dit, moi j'ai fait dans les dom-toms, c'est l'a dit, l'a fait, quoi, voilà, très bien, oui. Mais je peux pas vous empêcher de continuer ça, mais à un moment, il faut dire stop, quoi. Si vous dites pas stop, pourquoi voulez-vous qu'il s'arrête? Il y a un moment où il faut dire stop. Il n'est pas propriétaire de la marchandise, il n'en dispose pas librement. C'est à vous d'être ferme, quoi. Oui, mais là, on rentre dans des considérations pratiques qui l'arrangent, certes, mais ensuite, il y a des règles de droit. Et c'est-à-dire que si le truc dégénère, c'est ce qu'on va regarder. Donc, je rejoins Jean-Paul là-dessus, il faut que vous soyez ferme, parce que, encore une fois, il y a des règles, vous pouvez les appliquer et vous êtes en droit de les faire valoir. Et je pense que ça éviterait ce genre de... Et pour moi, une position de fermeté, c'est peut-être un peu dur à entendre, mais c'est du gain de temps pour l'avenir. C'est-à-dire qu'il va se rendre compte que finalement, vous connaissez les règles, vos droits, et que vous ne faites pas marcher dessus. Je fais souvent formation. Ouais, mais je dis, moi, si vous voulez vous laisser marcher sur les pieds par le transporteur, allez-y, continuez. Mais à un moment... C'est très parce qu'on est entre deux feux. D'un côté, oui, effectivement, on ne peut pas nier que notre marchandise a abîmé son moyen de transport ou les autres marchandises. Mais de l'autre... Mais il vous prévient. Si vous le savez, oui, mais il vous le prévient. Et raisonnablement, vous allez lui dire, oui, tu le détruis. Mais c'est pas à lui de prendre la décision d'office sans vous informer. Enfin, le devoir d'information en cas de produit abîmé, de produit manquant, le devoir d'information du transporteur, il est vital, quoi. Il ne peut pas le contourner. Parce que ça l'arrange. Parce qu'il ne s'est pas passé un coup de fil. Non, mais il faut arrêter, quoi. Oui. Mais si le transporteur n'est pas responsable, il pourra le facturer, donc c'est bon. Pour l'instant, on n'est pas prouvé qu'il est responsable. Oui. On ne sait pas. Mais le client demande de retourner la marchandise, donc le transporteur dit oui, je veux bien la retourner, mais il faut reconditionner, il faut repalettiser. S'il y a un bidon qui fuit, il faut faire ce qu'il faut pour pas que ça abîme mon camion, machin, etc. Donc derrière, il y a des frais. On est d'accord. Mais il n'a pas le droit, de facto, de lui-même, de dire je détruis. On est d'accord. Il doit prendre des instructions de son donneur d'ordre, en fait. Après, il ne le propose pas parce que ça lui fait perdre du temps, clairement. Ah bah oui. Ah bah oui. C'est la pratique, quoi. Vous avez une dernière question, puis on va y aller peut-être. Non, je reviens un peu juste sur le fait du constat et tout ça. Parce que nous, on travaille beaucoup avec des particuliers. Donc là, pour le coup... Alors ça, c'est le droit de la consommation. Hein. Le chauffeur, j'ai pas le temps. Est-ce qu'il n'y a pas des formulaires, des exemplaires, des choses qui pourraient peut-être faciliter, vulgariser un peu vous avez quelle position? Vous êtes expéditeur?
Alors, une solution, ça pourrait peut-être être d'envoyer une sorte de recette, on va dire, ou de petit PDF de ce style-là, en même temps que vous envoyez la commande ou la livraison, avec, en lui rappelant les éléments à prendre. Mais de toute façon, les délais de recours sont différents aux consommateurs. Oui, les délais de recours consommateurs ne sont pas les mêmes. Mais ça n'empêche que vous avez quand même cette problème, enfin, c'est tout le problème de se ménager la preuve. Je sais bien. Oui. Alors, un transporteur n'a pas le droit... Vous pouvez pas vous tenir pour acquis que le truc est abîmé, oui, mais ce que vous disiez tout à l'heure, après, on en reste quand même... Oui, il est abîmé, mais comment et jusqu'où ? Un transporteur n'a pas le droit de refuser au destinataire le droit de contrôler sa marchandise. Hein. Alors... Mais ça, pour moi, c'est exactement un truc à mettre dans vos conditions générales de vente, c'est pareil. En envoyant votre commande et en disant on attire votre attention sur le fait que de telles réserves seront prises en compte et en revanche, ceci, cela, non. Mais typiquement, la réserve du destinataire, le chauffeur n'a pas voulu rester pour contrôler la marchandise. C'est une belle réserve, ça. Parce qu'effectivement, pour vos coups, là, en termes de dénombrement partiel, vous êtes là, pour le coup, le dénombrement partiel, vous êtes couvert, puisqu'il n'a pas voulu... Vous étiez prêt à contrôler, et lui, il n'a pas voulu contrôler. Donc, il ne peut plus, en revanche, il ne peut plus faire valoir la présomption de livraison conforme, puisqu'il a refusé de lui-même. Mais il faut que ce soit notifié sur la lettre de voiture, ce qui est effectivement rarement le cas. Mais si vous notifiez sur la lettre de voiture, le chauffeur n'a pas voulu... moi, je voulais contrôler, il n'a pas voulu. Il est parti comme un voyou. Enfin, je résume. À ce moment-là, le transporteur ne peut plus s'abriter sur une présomption de livraison conforme puisqu'il y a un droit important du destinataire de contrôler. J'ai le droit en tant que destinataire de contrôler la marchandise. Moi, je connais le droit des transports. J'ai fait chier des livreurs Amazon chez moi. Ils pestent, ils râlent, mais je suis désolé. Enfin, je reçois un ordinateur qui vaut 2000 €. J'ai bien le droit quand même de voir 30 secondes. Je comprends bien qu'il a 60 positions à faire dans la journée, mais basta, quoi. Je lui demande. En plus, généralement, c'est des photos achetées par mon entreprise, donc c'est du B2C, c'est pas du B2B. Moi, je lui demande. Rien, il peste, il râle, mais je suis désolé, mais le bien. Bon. C'est une avarie occulte. Ben, la difficulté, c'est que comme elle n'est pas constatée à réception, vous allez faire les réserves dans les 3 jours, mais effectivement, vous d'apporter la preuve que la caisse a été faite pendant le transport, ce qui devient effectivement extrêmement compliqué. Mais ça dépend. Moi, j'ai eu un client qui faisait du matériel électronique qui coûtait 40 000 €, pour lequel, effectivement, la non-conformité arrivait une fois que le conducteur était parti parce qu'on branchait la machine et que ça ne marchait pas. Voilà, généralement, il faut venir un expert. Là, ça vaut le coup de mettre 500 €, 1 000 € pour un expert qui va dire, effectivement, en fonction de l'emballage, il y a eu, il y a des médecins légistes de l'électroménager et du litige marchandise qui sont capables de savoir si effectivement le litige a lieu pendant le transport ou après le transport. Mais c'est 1 000 €.